Jérôme Jamin, bonjour. Vous êtes politologue, mais aussi philosophe, spécialiste des populismes. Vous enseignez à l'Université de Liège, en Belgique, Liège, où vous présidez également la foire du livre politique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un Coca-Cola, symbole des États-Unis. Et précisément, vous publiez le populisme aux États-Unis avec un sous-titre intéressant, un regard pour l'Europe. Alors on dit parfois que le Coca-Cola n'a pas le même goût aux États-Unis que chez nous. Est-ce que ça vaut aussi pour le populisme? Je ne suis pas sûr que Coca n'ait pas le même goût, mais pour ce qui est du populisme, je pense que la différence majeure, c'est que l'histoire politique américaine, c'est l'histoire du populisme. Le populisme existe depuis toujours, dès la fondation des États-Unis, parce que dès le début se pose la question du peuple américain face à d'éventuelles élites à Washington qui auraient un pouvoir sur les États fédérés. Et donc, aux États-Unis, le populisme, ça fait partie de la vie politique et on le trouve à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est une vieille histoire. En Europe, c'est une affaire récente. Et aux États-Unis, il n'a pas cette connotation péjorative, négative qui existe chez nous. Elle est au cœur de la vie politique. Et même des acteurs comme Barack Obama, George Bush ou Bill Clinton ont eu à certains moments des attitudes populistes et ont été accusés d'être des présidents populistes. Donc le mot fait vraiment partie de la vie politique et renvoie à l'idée de démagogie, renvoie à l'idée de simplisme, renvoie à l'idée de « je défends le peuple contre les élites », mais n'a pas du tout cette connotation qui en Europe est due au fait que le premier gros populisme était un populisme français marqué à l'extrême droite. Et comme l'extrême droite, évidemment, est une catégorie négative, quand on parle de populisme en Europe et plus singulièrement dans l'Europe francophone, on pense extrême droite. Mais vous écrivez, le populisme n'est ni bon ni mauvais. En quelque sorte, vous voulez le réhabiliter, le dédramatiser? Alors, soit la porte d'entrée, c'est les idéologies, et on voit qu'il y a un parti d'extrême gauche ou d'extrême droite. On va juger ces idéologies, on n'aime pas, et ensuite on dira que par ailleurs ils sont populistes. Là, évidemment, l'un ne vaut pas l'autre. Une autre porte d'entrée, c'est d'essayer d'isoler ce qui fait la spécificité du populisme. La spécificité du populisme, c'est quoi? C'est de substituer au clivage traditionnel, et notamment le clivage gauche-droite, un clivage peuple-élite. Le peuple est honnête, majoritaire, travailleur, bien intentionné, sympathique, de bonne foi. Et en face, des élites sont mal intentionnées, corrompues, minoritaires, hétérogènes et ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Ça, c'est la recette du populisme. Ça, c'est le dualisme, le binôme, l'opposition du populisme. Alors, on peut détailler, c'est pas si simple, mais ce n'est pas une idéologie, c'est un simplisme, c'est un réductionnisme. Et cette opposition peuple-élite va se greffer sur des idéologies d'extrême gauche, d'extrême droite, parfois au centre, je parlais des États-Unis, mais Berlusconi, au centre droit, a sans doute été un des plus bels exemples du populisme en Europe. Et à ce titre, il est la meilleure personne à analyser si on veut comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Alors précisément, vous avez cité Berlusconi. On le voit ici avec Matteo Salvini qui est présenté un peu comme le phare du populisme en Europe. Ce que vous nous dites, c'est que Salvini n'a rien inventé. C'est Berlusconi qui est le père du populisme. Alors, je pense que Salvini n'a rien inventé dans la dimension populiste, c'est-à-dire dans l'idée qu'on peut finalement mentir au quotidien dans les médias sans craindre la contradiction et en se prétendant incarnation du peuple. Mais je ne mettrai pas les deux hommes sur un pied d'égalité. Berlusconi était avant tout un homme d'affaires, démagogue, homme de médias, marqué au centre droit, allié à l'extrême droite, alors que Salvini a vraiment une histoire idéologique très forte. Ce n'est pas quelqu'un de neutre. Il est marqué à l'extrême droite. Il est issu d'une formation marquée à l'extrême droite. Ne l'oublions pas, la Ligue du Nord, lorsqu'elle apprend qu'une mosquée va être construite quelque part sur un champ, sur un chantier ou sur une zone à construire, se précipite avec ses troupes et des cochons pour salir ce lieu et pousser ces musulmans à renoncer à leur projet. C'est un parti extrêmement violent qui dans sa réalité, ne correspond pas toujours à l'image positive que Salvini essaye de donner lui-même. Berlusconi est plus proche d'un Trump. Je pense. Je pense que Donald Trump et Silvio Berlusconi sont avant tout des gens qui font des coups. Ce sont des gens un peu paranoïaques qui pensent que tout le monde est contre eux, qui ne se sentent bien que dans l'adversité, dans la bagarre, dans la guerre. Ils ont besoin d'être attaqués pour tuer, pour agresser, puis ils se sentent un petit peu mieux. Ce sont des hommes de médias, ce sont des gens très riches, ce sont des gens qui connaissent les affaires, ce sont des gens sexistes, ce sont des gens machistes. Et je dirais secondairement, Berlusconi s'est allié à l'extrême droite pour des raisons tactiques.
Et Donald Trump s'est laissé influencer par Stephen Bannon pour des raisons tactiques et peut-être aussi idéologiques, parce que plus le temps passe, plus il faut reconnaître que Donald Trump a quand même une posture par rapport à la question de l'immigration qui est très, très, très marquée à droite et qui choque même les conservateurs, qui sont de la droite traditionnelle conservatrice américaine. Et tweeter, c'est une arme pour un populiste? Ah, bah écoutez, justement, le populisme aux États-Unis, ça a commencé avec Hugh Long, sénateur de Louisiane dans les années 30, et son Soundtruck. Il avait un camion, 2 baffles, 2 gardes du corps. Il n'y avait pas encore de Twitter, hein? Et il arrivait dans les villages et avec son micro, ses gardes du corps et ses baffles, il expliquait à tout le monde que le peuple était victime des élites. Il était marqué à gauche, Hugh Long. Plus tard, on va avoir Berlusconi qui utilise la télévision et Donald Trump inaugure le tweet, c'est-à-dire ignorer les médias. Si vous voulez savoir ce que je pense, suivez-moi sur Twitter. Et il a tellement réussi à imposer ça à la population que même les journalistes maintenant attendent le tweet présidentiel vers 6h ou 9h du matin, ça dépend quand ils se réveillent, pour ensuite commenter. Bref, il a soumis le monde médiatique à son usage extrêmement intensif et récurrent de Twitter. Alors, Salvini, on en parlait, a envie de fédérer tous les populistes européens autour de lui, et beaucoup craignent de voir un Parlement européen totalement aux mains des populistes, des eurosceptiques, voire de l'extrême droite, après les élections de mai 2019. C'est ce qui risque d'arriver? Je dirais que c'est déjà le cas. Je ne pense pas que les principales formations politiques européennes sont menacées et pourraient se retrouver dans l'opposition, comme on a vu en France ou en Belgique des partis se retrouver dans l'opposition. Elles risquent peut-être de perdre encore davantage de parts de marché électorales. Mais en revanche, les gens qui se méfient de l'Europe, les gens qui veulent réformer l'Europe, les gens qui veulent moins d'Europe, les gens qui veulent définancer l'Europe sont déjà très nombreux à siéger, y compris dans les grandes formations et évidemment au sein des partis d'extrême droite. Mais il n'y a pas que les partis d'extrême droite. Il y a beaucoup de partis politiques représentés dans le Parlement qui, sans être racistes ou d'extrême droite, veulent en finir avec l'Europe, ou en tout cas modifier son mode de fonctionnement et son financement. Jérôme Jamin, vous prenez une petite boule surprise. Vous prenez une bleue avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Les Gilets jaunes, mouvement populaire ou populiste? Alors, je suis rassuré, j'ai une réponse. Ils sont insaisissables parce que ils sont tous animés par un mécontentement, sans doute justifié et qui nécessite des réponses, mais ce mécontentement n'est pas encore clairement formulé. Et donc, à ce jour, il peut ratisser large le mouvement. Il peut attirer aussi bien des gens d'extrême gauche que des gens d'extrême droite. C'est ce qui déroute les dirigeants politiques. C'est ce qui déroute les dirigeants politiques. Ça veut dire qu'il y a des populistes et des démagogues en son sein, mais pas uniquement. Et ça explique aussi pourquoi c'est populaire, donc c'est populiste et c'est populaire, parce que c'est très impressionnant de voir comme ces gens obtiennent en si peu de temps des choses que des grandes structures, et notamment syndicales, n'ont pas pu obtenir en 10 ou 20 ans. Jérôme Jamin, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Allez, une petite gorgée de Coca-Cola.